On connaît tous un peu cette impression, non? En grandissant, que ce soit au lycée, à la fac, cette espèce d'urgence-là qui s'installe. Il faut trouver quelqu'un, il faut trouver l'amour, ne plus être seul. Et la réflexion qu'on explore aujourd'hui, elle pose la question de manière assez frontale. Est-ce que se mettre en couple, ça rend vraiment plus heureux? C'est une croyance très, très répandue, mais est-ce que ça tient la route, au fond, ou est-ce qu'on se raconte une histoire? Bienvenue à cette analyse fouillée. On va donc plonger dans les idées d'une vidéo qui, justement, remet en question ce désir quasi universel de former un couple. L'objectif ici, c'est vraiment d'examiner les arguments qui sont avancés, de comprendre un peu la logique derrière cette interrogation sur le lien entre relation amoureuse et bonheur, en se basant strictement sur ce qui est présenté dans cette source. Oui, et d'entrée de jeu, ce qui est intéressant, c'est la tension qui est soulignée en fait. Il y a d'un côté cet espoir immense, cette idée que l'amour va enfin nous compléter, combler ce que la source appelle un mal-être très profond qui nous ronge, enfin cette sensation de vide ou d'incomplétude que certains peuvent ressentir. Et puis, de l'autre côté, il y a le constat du réel. On voit bien autour de nous des couples qui s'accrochent, qui ont l'air franchement malheureux, quoi. Ça jette un froid, c'est sûr, et ça pose la question, est-ce que cette quête éperdue ne risque pas finalement de nous rendre encore plus malheureux? C'est vrai que ça met le doigt sur quelque chose. Alors, creusons un peu cette idée de départ. La vidéo décrit bien cette espèce de pression, parfois diffuse, parfois très nette. L'impression d'être un peu à la traîne, le dernier célibataire du groupe. Ce besoin qui peut devenir pressant de se sentir comblé, comme s'il manquait une pièce essentielle sans partenaire. Beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans, je crois. Certainement. Et l'analyse proposée, elle décortique bien le conflit interne que ça peut générer. On est comme tiraillé en fait. D'une part, on a tendance à idéaliser la relation, à la voir comme la solution miracle à ce fameux manque, à cette angoisse existentielle parfois. Mais d'autre part, tous ces exemples négatifs qu'on côtoie, les disputes, les séparations, l'usure visible chez certains, ça fait peur, ça instille le doute. Et ça amène à une remise en question que la vidéo pointe clairement. Est-ce qu'on ne commence pas à se demander si ça vaut vraiment le coup, hein, si c'est ça le fameux bonheur à deux? Et pourtant, malgré ce doute, malgré les exemples décourageants, cette réflexion mentionne aussi cette fameuse petite voix intérieure, celle qui dit de tenir bon, de ne pas se laisser abattre par les histoires qui finissent mal, d'essayer encore. Cette voix qui souffle qu'on va bien finir par tomber sur la bonne personne, le ou la partenaire idéal, celui ou celle qui, cette fois, ne nous décevra pas, qui sera nous rendre heureux. L'espoir fait plus que persister, il nous pousse en avant, quoi. Exactement, cet espoir est tenace. Mais c'est là que la réflexion devient plus complexe, parce qu'elle introduit des obstacles qui ne sont plus seulement liés aux mauvaises expériences, mais qui sont plus philosophiques, on pourrait dire. L'idée avancée est que, même en trouvant quelqu'un qui semble correspondre, eh bien le bonheur n'est pas pour autant acquis. Et pour illustrer ça, on fait appel à une image assez connue, le pendule de Schopenhauer. Ah oui, Schopenhauer. L'idée que la vie oscille sans cesse, c'est ça? C'est ça. L'argument développé ici applique cette vision à la vie, et spécifiquement en relations amoureuses. La vie humaine, selon cette perspective, elle balance constamment entre deux pôles, la souffrance et l'ennui. La souffrance, c'est l'état de désir, de manque. Vouloir quelque chose, un partenaire, une relation qui marche, ça nous met dans une tension, une forme de souffrance par ce manque. D'accord. Et l'ennui alors? C'est quand on a obtenu ce qu'on voulait? Précisément, une fois le désir satisfait, une fois qu'on est en couple et que la nouveauté s'estompe un peu, le pendule bascule de l'autre côté. Et ce côté, c'est l'ennui. Dans le contexte de la relation, la réflexion le décrit comme le fruit de la routine, de la familiarité, des jours qui se ressemblent. La passion des débuts s'émousse, une certaine lassitude peut s'installer. C'est présenté comme un premier obstacle majeur, presque inévitable au bonheur constant dans la relation. L'atteinte de l'objectif, être en couple, ne stoppe pas le mouvement du pendule. Elle ne fait que changer la nature de l'insatisfaction en quelque sorte. Attends, donc l'idée ici, c'est que même une relation réussie, épanouie, contiendrait en elle ce germe d'insatisfaction, ce passage obligé par l'ennui. Ce n'est pas vu comme un échec de la relation elle-même, mais comme une sorte de condition humaine appliquée au couple. C'est une vision assez sombre, non? C'est une vision qui souligne les limites de ce qu'on peut attendre d'une relation, effectivement. Elle suggère que l'idéal d'un bonheur constant et sans nuages grâce au couple pourrait être une illusion, précisément à cause de cette dynamique interne de désir et d'ennui. Ce n'est pas forcément pessimiste au sens d'un jugement de valeur, hein, mais plutôt descriptif d'un mécanisme psychologique profond.
tel que présenté dans cette analyse. D'accord, je vois. Le pendule désir-ennui, ok, c'est un premier défi intrinsèque. Mais ce n'est pas le seul obstacle qui est soulevé, si je comprends bien. Il y a aussi ce concept de l'abondance. Qu'est-ce qui est entendu par là exactement? Nombreux domaines, et cela s'appliquerait aussi au marché des rencontres, si on peut dire ça comme ça. L'idée forte, c'est que dans un contexte où les options semblent quasiment illimitées, on pense bien sûr à l'effet des applications de rencontres, même si ce n'est pas le seul facteur mentionné, rien ne semble plus vraiment rare, ni donc précieux. Tout devient potentiellement remplaçable. Et ça, quel impact ça aurait sur les couples déjà formés? J'imagine que... Ben, l'implication directe qui est soulignée, c'est que face à la moindre difficulté, au premier désaccord sérieux, ou même juste à une phase de doute ou d'insatisfaction, qui peut être liée à l'ennui dont on parlait juste avant, il devient extrêmement tentant de penser qu'on s'est juste trompé de personne. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs, surtout quand ailleurs ressemble à un catalogue infini d'alternatives potentielles. Ah oui. Du coup, on jette l'éponge plus facilement? On ne se bat plus pour la relation, c'est ça? C'est exactement la conséquence qui est mise en avant. Cette mentalité de l'abondance, cette illusion qu'un partenaire parfait ou mieux adapté existe forcément quelque part et qu'il suffit de le trouver, ça s'apprête la motivation à faire des efforts. Pourquoi s'investir pour réparer, pour comprendre, pour traverser une crise, quand on a l'impression qu'il est plus simple de changer de modèle? Ça crée une forme d'instabilité chronique et ça rend la construction d'un projet à long terme, avec ses imperfections inévitables, beaucoup plus ardue. C'est un deuxième obstacle majeur au bonheur durable à deux, selon cette perspective. D'accord. Donc, on a le pendule de l'insatisfaction interne, désir, ennui, et la pression externe de l'abondance qui nous pousse à zapper en gros. Si trouver quelqu'un n'est pas une garantie, et que rester ensemble est miné par ces défis, ben, où est-ce qu'on trouve le bonheur alors? La réflexion aborde un point qui me semble central, l'idée que le bonheur ne découlerait pas directement de l'atteinte de nos buts. C'est ça? Oui, c'est vraiment un pivot dans l'argumentation, tout à fait. Il est dit assez clairement que le bonheur ne vient pas lorsqu'on atteint un certain niveau dans la vie. Et plusieurs exemples sont donnés pour illustrer ça. Obtenir le diplôme visé, décrocher le job de rêve, se marier, acheter une maison, réaliser ses projets les plus fous. Aucun de ces accomplissements, même les plus désirés, ne serait en soi le déclencheur ou la condition suffisante du bonheur. Il y a cette métaphore de la montagne qui est utilisée, je la trouve assez parlante. On fait des efforts incroyables pour grimper, on atteint le sommet, épuisé mais fier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? D'autres sommets, peut-être encore plus haut, à l'horizon. L'accomplissement ne marque pas une fin, un état de plénitude durable, mais ouvre plutôt sur un nouveau désir, un nouvel objectif. C'est sans fin, quoi. Tout à fait. Cette métaphore illustre bien l'idée que le bonheur, tel qu'il est présenté ici, ce n'est pas une destination finale qu'on atteint grâce à des éléments extérieurs, que ce soit une relation ou un succès matériel ou professionnel. Il est dépeint comme quelque chose qui pourra être d'une autre nature, peut-être plus indépendant de ses réalisations concrètes. La quête d'objectifs semble nous maintenir dans le mouvement du désir, oui, mais pas nécessairement nous installer dans le bonheur. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Si la relation de couple n'est pas la clé magique du bonheur, et si nos autres réussites ne le sont pas non plus, qu'est-ce qu'on cherche au juste quand on désire si fort être en couple? La vidéo cite Jean-Paul Sartre. Aimer, c'est le désir d'être aimé. C'est une citation qui fait réfléchir, ça. Est-ce que ça suggère que ce qu'on appelle amour et qu'on poursuit si ardemment, ce ne serait pas au fond une quête de validation, un besoin que l'autre nous renvoie une image positive de nous-mêmes plutôt qu'une source de bonheur en soi? L'analyse reste prudente, elle lance la question. Peut-être oui, peut-être pas. C'est une interprétation possible que cette citation de Sartre ouvre, en effet. Elle interroge la nature de notre motivation profonde. Est-ce qu'on cherche vraiment à partager, à construire ensemble? Ou est-ce qu'on cherche avant tout à être l'objet du désir de quelqu'un pour se sentir exister, pour combler ce fameux vide initial dont on parlait au début? Ça renvoie à l'idée qu'on chercherait peut-être moins un partenaire réel, avec ses défauts et ses complexités, qu'un miroir flatteur en quelque sorte. La réflexion ne tranche pas, mais elle invite à s'interroger sur ses propres motivations, c'est certain. D'accord. Si on essaye de rassembler un peu les pièces du puzzle présenté ici, on part d'un désir très puissant de connexion, d'amour, souvent nourri par une pression sociale ou un sentiment personnel de manque. Très vite, le doute s'installe, à cause des exemples de couples en difficulté qu'on observe autour de nous. Ensuite, l'analyse soulève des obstacles plus fondamentaux,
Cette dynamique d'insatisfaction décrite par Schopenhauer, le balancement entre le manque et l'ennui, puis le problème spécifique à notre époque de l'abondance, qui fragilise l'engagement et favorise l'idée de remplacement facile, et finalement, cette remise en cause assez radicale. Le bonheur ne serait pas la récompense qu'on obtient en cochant des cases, y compris la case en couple. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et la boucle est bouclée avec une dernière citation, attribuée tantôt à Descartes, tantôt à Pascal, peu importe l'auteur exact. Tous les malheurs des hommes viennent du fait qu'ils ignorent qu'ils sont déjà heureux. C'est une conclusion qui fait vraiment écho à tout ce qui précède. Si on la met en perspective avec la question de départ sur l'amour et le bonheur, on peut y voir une invitation à un changement complet de regard. Et si le problème n'était pas qu'on n'arrive pas à trouver le bonheur à travers l'amour, le succès, etc., mais plutôt qu'on ne sait pas reconnaître un bonheur qui serait potentiellement déjà là, accessible, mais qu'on ignore, trop occupé à chercher ailleurs. C'est une pensée assez vertigineuse, en effet, qui émerge de cette exploration. Si on prend au sérieux tous ces éléments, ce désir profond de lien, mais aussi les écueils de l'insatisfaction chronique, de l'ennui potentiel, de l'illusion de l'abondance et de la déconnexion entre objectifs atteints et bonheur ressenti, alors la question fondamentale change peut-être de nature. Elle ne serait plus seulement comment trouver la bonne personne pour être heureux, mais plutôt comment est-ce que je me positionne, moi, personnellement, par rapport à mon propre désir, à ma propre capacité à ressentir l'ennui, à ma conception du bonheur. Et cette question, elle se pose qu'on soit seul ou en couple, finalement. Comment naviguer ce désir de connexion qui est si fort au départ, à la lumière de ces réflexions sur une possible insatisfaction inhérente et sur un bonheur qui se trouverait peut-être déjà en nous, mais qu'on ne verrait pas. Ça laisse matière à réflexion, assurément.